J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier update lecture de la chaîne. Ah, que d'émotion, n'est-ce pas? J'ai pas mal lu pour ce mois de janvier. Je trouve que c'est assez exceptionnel d'ailleurs. Mais passons tout de suite au concret. Alors, le premier livre que j'ai lu de l'année est malheureusement un abandon. Ça arrive, c'est comme ça. Il s'agit d'Ulysse Noir de François Larzem aux éditions Naos. Donc, voilà la couverture. Personnellement, j'adore la couverture. Elle est sombre et en même temps, ça fait très femme fatale. Hein. Alors, pour le résumé. Passionné par le décolleté des belles, bien plus que par le devenir de son pays, l'empereur n'est qu'un pantin aux mains de Monzague. Mais ces miettes de pouvoir ne suffisent plus à l'ambitieux marquis. Il projette un attentat qui devrait enfin lui offrir le trône tant convoité. Héritière d'une longue lignée de justiciers masqués, surnommés le Lys Noir, Faustine de Castéac semble être la seule à lutter contre l'oppresseur. Vêtue de sa combinaison de cuir, la jeune femme se change en une redoutable combattante. Une lame à la main, elle ne craint rien ni personne pour anéantir les plans du marquis. Mais Monzague est prêt à tout pour parvenir à ses fins, quitte à pactiser avec les forces du mal. Assistée de Giuseppe, son maître d'armes, et d'Ézéchiel, un inventeur de génie, Faustine s'apprête à affronter un adversaire autrement plus dangereux qu'elle ne l'imagine. Car ils sont légion. Voilà. Je trouve que le résumé vendait vraiment pas mal le speech. D'ailleurs, je trouve toujours qu'il vend pas mal le pitch. Parce que on nous donne des complots de cour, de l'action, de KPDP d'ailleurs, qui font un peu penser à Zorro, et personnellement, je suis une fan de Zorro. Donc voilà, alors, malheureusement, ça ne l'a pas fait. J'ai été, je crois, jusqu'à la page, un petit peu moins que la 100e page. Pourquoi ? Tout d'abord, l'écriture est super fluide. Ça, c'est vrai, ça se lit hyper vite. François Larzem a une plume qui donne envie d'aller vers la suite. Et franchement, c'est bien vrai. À chaque fois, je tournais les pages, et même quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai été plus loin. Je lisais en diagonale pour voir un petit peu. Et à chaque fois, je me disais, oh. Mais l'histoire ne me tentait plus. Alors, au niveau des personnages, d'un côté, nous avons Faustine, qui est la justicière de ce monde, qui, somme toute, est sympathique, même si je trouve que dans les 100 premières pages, en vrai, on la voit que très peu. On est très peu dans sa tête, et au final, l'action n'était vraiment pas là. Enfin, si, il y avait de l'action, mais pas l'intrigue principale. Elle ne se déclenchait pas tout de suite. Et ça m'a manqué, parce que Faustine était vraiment plus ou moins la seule que j'aimais encore bien. Donc voilà, elle m'a un peu déçue, mais bon, en même temps, j'ai décidé de pas continuer, donc c'est la faute d'Abibi. Donc voilà, c'était sympa. Maintenant, je trouvais que justicière, c'était un grand mot, parce que, en vrai, elle tue, vraiment, sans distinction. Enfin, même, je sais pas, il y avait beaucoup, les méchants sont très très méchants, les gentils sont pas forcément gentils, on n'arrive pas tellement à s'y retrouver en fait, et ici, voilà, non. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que la description des scènes de violence peut vraiment être gore. On voit vraiment, François Larzem décrit vraiment avec limite une précision morbide tous les meurtres qui s'y passent, et je peux vous dire qu'au moins dans les 100 premières pages, il y en a des meurtres. Donc voilà, alors ensuite on a Monzague, qui est un personnage tout à fait exécrable, comme on les déteste bien profondément. Il y a vraiment rien de bien chez lui, pour le moment en tout cas. Et forcément, moi j'accroche pas, hein, donc les méchants très très méchants, cruels, vraiment limite gratuitement, moi ça me va pas. Je me sens pas très à l'aise avec ça. D'autant qu'ici c'est vraiment des scènes de torture, de meurtre, c'est horrible. Là comme ça j'imagine, c'est, voilà. Moi je suis une fleur bleue. Donc voilà, et ensuite on a un troisième personnage qui n'est pas dans le résumé, mais qui apparaît vraiment très rapidement, et autant le dire, il s'agit de Morgan, qui est le prince des Gitans, qui connaît pas vraiment sa véritable identité, et qui va la découvrir au fur et à mesure. Alors, Morgan, je l'aimais bien au début, franchement, il était cohérent, c'est ça, cohérent c'est vraiment le mot. En quête d'identité, ne voulant pas connaître son passé, et en même temps, on n'y peut rien.
L'humain est curieux, donc ça l'a titillé, il l'a découvert. Et là, c'est parti en cacahuète, selon moi, hein, toujours selon moi. C'est là que ça a déconné pour moi, et c'est là que j'ai émis l'idée d'arrêter, parce que Morgan était ma bouée de sauvetage, et il a vraiment littéralement pété une quille. Et il est allé tuer 20 millions de personnes parce qu'il était fâché. Il est allé voir quelqu'un toujours parce qu'il était fâché. Cette personne, la personne qui va voir a fait genre que c'était qu'il était triste et tout ça. Et après, ça a été. Il est reparti. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris et je pense qu'après ce chapitre, je me suis dit non, c'est bon, j'arrête parce que la plume est fluide, je pense que ça peut correspondre à beaucoup de gens pour autant qu'ils aiment le style. C'est pas Zoro. C'est plus sombre, c'est plus gore que Zoro et si ça peut vous convenir, alors n'hésitez pas parce que franchement, je vous jure, la plume est super chouette et j'ai pas été assez loin que pour que l'intrigue principale commence à se développer. Donc, voilà. Et si je continuais, j'allais juste commencer à pointer tous les défauts du monde pour ce livre, alors que c'était peut-être juste subjectif, quoi. Donc voilà, j'ai préféré m'arrêter pour ne pas dégoûter tout le monde. Donc voilà. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon mari et il a décidé de le mettre dans sa pile à lire. Donc, écoutez, ma foi, ça le tente et je reviendrai peut-être vers vous, pourquoi pas, pour vous donner l'avis de quelqu'un qui aime le gore. Allez, suivant. J'ai lu une série de graphiques plutôt. Donc j'ai une immense pile à lire de mangas / BD et quand je finis un bouquin, je lis des graphiques. Et ici, c'était le tour de Love Mission. Donc j'avais le tome 3 à 9. Hop, pour vous montrer un petit peu. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes, ils m'avaient plu. Maintenant, j'en attendais un peu plus et ici, quand j'avais acheté la suite, bah voilà, maintenant je l'ai lu et en fait ça s'est passé hyper rapidement. Mais d'abord, on va faire le résumé du tome 1. Yukina n'est pas encore prête pour parler d'amour dans ses romans et sa popularité est en baisse. Loin de s'avouer vaincue, elle continue à jouer les tortionnaires avec Shigure afin qu'il lui enseigne un peu plus sur les sentiments amoureux. La réalité dépasse vite la fiction et nos 2 adolescents commencent à éprouver de curieuses sensations. Ce qui intrigue Akira, qui veille jalousement sur Yupina et l'incite à vouloir entrer dans la ronde. Un triangle amoureux semble être en train de se former. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pour tout vous dire, je les ai littéralement bouffés. Ça s'est passé super vite, j'avais toujours hâte d'y retourner, je ne pensais plus qu'à ça. Même si je dois bien avouer qu'à partir du tome 8, ça a commencé à stagner et là, j'ai lu le 8 et le 9 un peu à la traîne parce que je trouvais que l'histoire décrite là-dedans valait pas franchement la peine. D'ailleurs, j'ai pas tout compris le comment du pourquoi. Je sais pas si vous l'avez lu et si vous pouvez me dire, mais dites-moi. Hein. Et je trouvais que l'évolution de Yukina était franchement... Je comprends pourquoi ce genre de personne évolue lentement, mais ici, elle a évolué pendant 8 tomes, petit à petit, comme Shigure d'ailleurs, mais dans le 8 et 9, c'est comme si elle faisait 10 pas en arrière et que c'était... que toute l'évolution avait été juste baffée, avait juste été écrasée. Voilà, maintenant, chacun son avis. Ça reste une excellente lecture, je trouve que le triangle amoureux, non, en est un sans vraiment en être un. Mais, voilà. J'aime beaucoup Shigure, qui lui a une véritable évolution bien marquée, qui en fait est un peu le mec vraiment populaire mais qui joue un masque d'homme parfait donc. Et ça j'ai bien aimé parce qu'on voit au fur et à mesure son masque qui se fissure au fur et à mesure de ses missions que Yukina lui donne, mais aussi de tous les imprévus que la vie met sur leur route en fait. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup que dans la suite, Yukina arrive à évoluer, à peut-être reconnaître l'amour et pourquoi pas aller un peu plus loin que juste pourquoi, qu'est-ce que c'est, etc. Ce serait vraiment chouette parce que je pense qu'il y a quand même plus de 15 tomes, je crois, et ça va être dur quoi, si c'est 15 tomes ainsi. Donc voilà, c'est un peu le problème avec les mangas de romance, c'est que s'ils font plus de 10 tomes, on se rend compte que généralement,
il y a quand même à un moment donné où une grosse stagnation et c'est pas gai pour le lecteur. Maintenant, c'est pas... Maintenant, bon, voilà, hein, on n'y peut rien et au final, c'est nous qui décidons si on achète ou pas. C'est tout récent, j'ai fini les chroniques des fleurs d'opale, donc le tome 1, La candeur de la rose, la partie 1 de Yelena. Tout d'abord, avant le résumé, juste la couverture, les gars. C'est sublime. Rien que pour ça, on l'achète. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, moi je l'ai manipulé. La dorure reste telle quelle. C'est un plaisir de manipuler ce livre. Vraiment un plaisir. Mais passons tout de suite au résumé. Rare rescapée du massacre de son village natal, Diftil, une jeune fille du peuple de l'air, est sauvée en territoire ennemi grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front. Elle serait la 5e fille de la déesse aveugle. Séquestrée dans un monastère et manipulée par le prêtre Sarine, qui compte la livrer au roi une fois ses pouvoirs réveillés, elle est libérée par son frère Ned, qui la persuade de partir avec lui. Sauf que les terres de l'Édénor sont semées de dangers et que la cruauté de certaines personnes, hantées par la haine et la guerre, s'oppose à la candeur de Diftil, avide de découvrir ce monde dont elle a si peu joui. Mais avant tout, elle veut échapper à son destin. Est-ce possible lorsqu'on en est voué à devenir une déesse? Alors, j'ai bien aimé. C'est vrai, d'ailleurs, il a pas fait long feu, il a fait moins d'un mois, et moi, pour faire une petite bricasse, parce que c'est quand même écrit assez petit, dedans, généralement, il faut un peu plus de temps. Ici, ça n'a pas été le cas, on ne s'en plaint pas. Au début, j'ai été franchement déstabilisée parce que le langage utilisé par l'autrice est hyper soutenu. Il est soutenu. Voilà, l'autrice n'emploie pas des mots de tous les jours pour tout. Et parfois, ça peut porter à confusion, notamment pour certaines tournures de phrases. Dire 3 phrases pour dire « je vais aux toilettes », voilà. Mais je comprends le pourquoi du comment. En fait, on est à la place de Diftil, qui a vécu dans un monastère toute sa vie, et qui, au final, n'avait que la lecture biblique, si j'ose dire, la lecture divine, pour se divertir, et bah du coup, ça a engendré... un parler très soutenu, ce qui est logique. Mais je tiens quand même à préciser que voilà, au début ça déstabilise et il faut un certain temps pour nous lecteurs, je pense, se mettre dedans. Alors, Diftil, parlons-en, j'ai pas été forcément très touchée par elle, enfin si, tout ce qui lui arrive est affreux, ça, on est d'accord, personne ne peut dire l'inverse. Maintenant, le fait qu'elle soit très très candide, et très naïve et très... fleur bleue, mais au max du max. Là, par contre, c'est vrai que elle et moi, on a eu un peu de mal. Mais ça, c'est subjectif, totalement subjectif. C'est ainsi, enfin, on n'y peut rien. J'ai été plus proche de Ned, qui est le frère du coup de Diftil, qui lui est franchement... il ferait tout pour sa sœur, et au final, il n'a pas été emprisonné dans un monastère, mais il a voué sa vie à chercher Diftil. C'est une sorte d'emprisonnement, au final. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, donc... voilà, j'ai été franchement plus proche de Ned et de Yassaline, qui elle, franchement, chapeau. Mais je ne vais pas vous en dire plus, à vous de découvrir Yassaline. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions. L'autrice n'hésite pas à torturer nos personnages principaux, j'en dirai pas plus, hein, c'est la fin de ce roman. Et j'ai quand même envie d'avoir le tome 2, enfin la partie 2 du tome 1, que je m'empresserai d'acheter aux Imaginales de cette année. L'univers dépeint par l'autrice est vraiment, comment expliquer, riche. On n'a même pas encore tout vu, au final on a vu que le royaume des humains qui au final est vraiment chouette, mais finalement reste de la fantasy basique. J'aimerais bien, franchement, ici dans la partie 2, on va plus aller du côté des Neltiades, et là j'ai envie de voir leurs coutumes. Ça va être génial. Donc voilà, et beaucoup de mystères planent encore, planent toujours, on a très peu de réponses, ça c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que au final, pendant tout le récit, Diftil se pose des millions de questions, ce qui est totalement légitime, après tout, elle est la 5e déesse, on lui annonce ceci, vas-y, à la one again, on y va. Mais, je trouve que ces questions parfois restent franchement en suspens, et... de sa nature candide, à mon avis, elle n'ose pas demander qui, que, quoi, pourquoi à tout le monde. Et je trouve qu'en fait, elle devrait demander. Et
Voilà, maintenant je m'attendais à ce que Diftil perde son côté candide assez vite, vu toutes les tragédies qui se passent. Maintenant j'espère que dans le tome 2, elle va booster la petite, et que voilà, elle va essayer, parce qu'en vrai elle sait qu'elle est beaucoup dépendante de son frère et d'un autre homme, mais et voilà, mais maintenant j'aimerais bien savoir ce qu'elle va faire pour essayer de devenir plus indépendante de ce côté-là. Donc voilà, c'était une excellente lecture, franchement, à la fin, j'ai pas pu décoller du livre, et voilà, j'ai quand même hâte d'avoir la suite. Et enfin, la dernière lecture que j'ai finie hier, c'est les 9 premiers tomes de LDK. Aoi vit seule dans son appartement et son nouveau voisin n'est autre que Shusei, le prince du lycée. Mais ce dernier est également son pire ennemi depuis qu'il a envoyé balader sa meilleure amie. À la suite d'un événement inattendu, les deux lycéens se retrouvent obligés de cohabiter en secret sous le même toit. Comment va réagir Aoi face aux provocations incessantes de Shusei? Les cœurs s'emballent dans cette histoire d'amour née d'une colloque imprévue. Donc c'est aux éditions Pika et c'est écrit par Ayu Watanabe. Comment vous dire, je les ai lus en 2 jours, top chrono. J'ai surkiffé. C'est même plus que Love Mission, parce que ici, même à la fin du tome 9, j'étais là, mais je veux le tome 10, mais je l'ai pas encore. C'était super chouette, je m'y attendais tellement pas, je pensais que c'était une romance basique, et je pensais que, comme dans tout ce genre de romance, qu'à un moment donné, ça allait stagner, comme ce que je vous en parlais pour Love Mission. Pas du tout, à chaque fois, l'autrice sait se renouveler et faire durer la tension. Ici, on a une véritable évolution de Aoi qui à chaque fois essaye d'aller vers lui, de faire des pas. C'est pas facile de faire des pas vers un garçon qui nous intimide et en même temps qui nous attire. Surtout à cet âge-là, on sait tous ce que c'est. Hein. Donc voilà, j'ai franchement aimé, l'humour est franchement hyper drôle, enfin moi j'aime bien. Shusei a vraiment des expressions tellement neutres et en même temps qui font rire en vrai. Et il a des punchlines, mais les gars, vous êtes pas prêts. Donc franchement, je vous conseille juste d'y aller. Personnellement, je suis pas très fan des graphismes, encore une fois, ça reste juste subjectif total. Mais j'arrive à m'y faire au final et je m'éclate vraiment comme une folle. J'ai juste hâte d'acheter la suite et de pouvoir me replonger dedans parce que je pense qu'il y a plus de 20 tomes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire n'importe quoi en commentaire, que vous aimez ce que j'ai présenté, que vous avez déjà lu un de ces livres, que vous voulez lire un de ces livres, ce que vous avez lu pendant ce mois, et après tout, ma wishlist ne pourrait faire que grandir. N'hésitez pas à liker évidemment la vidéo, à vous abonner si vous aimez le contenu que je fais, à vous abonner sur Instagram, oui, Instagram toujours, et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Après tout, la visibilité, on en demande tout le temps. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous!